Eh bien, bonjour et bienvenue sur Cap sur la Bourse, l'émission boursière du Figaro. On est parti pour 24 minutes de direct, 24 minutes pour commenter l'actualité boursière, pour répondre à vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. N'hésitez pas à poser des questions sur le compte Facebook et également 24 minutes pour vous donner des pistes pour améliorer les performances financières de vos placements. Alors nous recevons aujourd'hui Marc Riez. Vous êtes, bonjour Marc. Bonjour Roland. Vous êtes le directeur général de Vega IM, une société de gestion filiale de Natixis, une grande banque connue sur la place. Vous êtes très présent sur les marchés d'actions et vous avez la particularité, je crois, de vous adresser à la fois à une clientèle de particuliers et d'institutionnels. On est un peu au cœur des deux parce qu'en fait, on traitait à l'origine la clientèle des grandes fortunes familiales françaises. D'accord. Et finalement, c'est les exigences, les particularités de cette clientèle-là qu'on a un peu déclinées au service de clientèle moins fortunée, donc de clientèle plus patrimoniale en fait d'un côté, et d'un autre côté, pour des petits institutionnels qui ont finalement un peu les mêmes objectifs que les grandes familles. On a beaucoup de diocèses, de congrégations, d'associations, etc. Donc de petites structures de type institutionnel. Bon, vous verrez qu'on va, ça tombe bien, on va justement parler de grandes fortunes, en tout cas d'épargnants fortunés. Allez, on démarre avec l'actualité boursière. Alors l'actualité cette semaine, c'est la Catalogne. On entend parler de la Catalogne. Ça a tenu, nous dit-on, les marchés en alerte depuis une quinzaine de jours. Oui. En réalité, quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que ça a plus préoccupé les commentateurs boursiers que les investisseurs. Oui. La bourse de Madrid s'est pas du tout effondrée, plus 10% depuis le début de l'année. Les taux d'intérêt espagnols ont très bien tenu, sont même supérieurs aux taux italiens. Comment vous expliquez ce calme de la bourse alors que c'est quand même un sujet sérieux? Souvenez-vous, en 2011-2012, la crise de l'euro, ça avait énormément pesé sur les marchés. Là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est analysé par les gérants comme nous, comme plutôt un phénomène de posture qu'un phénomène de fond. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, la Catalogne, aujourd'hui, c'est vrai, est la région la plus riche d'Espagne, mais elle l'est dans le contexte de son appartenance à un marché espagnol assez vaste, de son appartenance à l'Union européenne. Et en fait, pour la Catalogne, sortir de l'Espagne, et ça a été très clair du côté des autorités européennes, ça veut dire sortir de l'Europe. Et ça, je pense qu'au-delà des manifestations, des rodomontades, des énervements, sortir de l'Europe, ce serait une très mauvaise chose pour l'économie catalane. Et donc les marchés, aujourd'hui, ne font pas du tout ce pari. Ils font le pari que derrière cette posture, ce que les Catalans veulent obtenir, c'est des avantages, des statuts privilégiés. Vous savez qu'en Espagne, il y a déjà le Pays Basque, par exemple, qui a une totale autonomie financière. Hein, et donc, on pense que ça va plutôt s'orienter vers une négociation de ce type, où la Catalogne obtiendra de Madrid plus d'autonomie, plus de signaux d'indépendance, mais qui n'iront pas jusqu'au divorce. Et c'est ce qui fait que les marchés ne jouent pas le divorce aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, la probabilité est faible. Hein, les marchés n'ont pas tellement d'idées sur la manière dont ça doit gérer, mais ils pensent qu'en termes mathématiques, tout simplement, la probabilité de sortie est faible. C'est un peu, si vous voulez, la même posture que les marchés ont eu avant le premier tour de l'élection présidentielle française, où finalement le risque d'un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon, nous paraissait assez marginal par rapport aux autres scénarios possibles. Et en fait, il faut bien prendre pari sur un des scénarios, et celui-là, celui de la Catalogne qui sort de l'Espagne, paraît aujourd'hui peu probable encore. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des actions espagnoles en portefeuille chez Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant les 15 jours là? On n'a pas bronché. La bourse de Madrid, du reste, ne s'est pas émue particulièrement vous avez pu acheter, de la situation. Vendre à titre préventif. Ça n'est pas le marché. Alors, on n'avait pas vendu à titre préventif parce qu'on ne pensait pas que le résultat de ce référendum sera un choc sur la bourse de Madrid. Ça n'a d'ailleurs pas été le cas, hein, on le voit. Voilà. Et alors, ça a un petit peu baissé quand même. Ça a un petit peu baissé. Oui, Bon, mais oui, ça s'est revenu. Voilà.
Et puis, il y a des très belles valeurs en Espagne, dans la construction. Et ces belles valeurs-là, on est dessus pour longtemps. Nous, on a une gestion de moyen long terme. Donc, on n'essaie pas de faire du trading sur les dossiers qui nous plaisent et chez lesquels on est. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme belle valeur en Espagne? Abertis, par exemple. Donc ça, c'est plutôt autoroute. Autoroute, voilà, construction. Il y a des histoires quand même sympathiques. BBVA est une très belle banque aussi, côté valeurs financières. Enfin, il y a la maison mère de Zara aussi, qui est une très belle histoire. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs qu'on a envie d'avoir pour longtemps en portefeuille et qu'on conserve dans la durée. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, pas vraiment de grosses inquiétudes sur l'Espagne. En tout cas, ça n'a pas pesé. Parce que je reviens encore à l'histoire de l'euro. C'est pas le scénario dominant aujourd'hui. Ça aurait quand même pu déstabiliser la zone euro. Bien sûr. Si toutes les régions se mettent à partir, ça va devenir un peu compliqué. Et l'euro n'a pas bougé non plus. Non. En fait, je pense que finalement, si vous voulez, ce qui est très fédérateur aujourd'hui pour l'Europe et pour l'euro, donc, par contagion, c'est l'exemple de la catastrophe du Brexit. Et si vous voulez, je pense que les gens voient que sortir, alors même qu'eux ont leur propre monnaie, ils ont le sterling, donc ils ne sont pas dans la situation où il faudrait qu'ils recréent une monnaie comme le serait la Catalogne, le cas échéant. Mais même sans ce problème de la monnaie, la sortie de l'Union européenne, c'est déjà tellement une catastrophe pour un pays riche comme l'Angleterre, qui a des liens avec le Commonwealth, avec les États-Unis, etc., que je pense que ça peut dissuader quand même beaucoup de candidats potentiels à la sortie. Cette cohérence, cette solidité, ça explique finalement que l'euro... Oui, je crois que sans le Brexit, les inquiétudes des investisseurs sur une dispersion des acteurs européens, paradoxalement, auraient été plus fortes. D'accord. Deux mots sur l'euro, on est à 1,18 $. C'est un niveau qui vous paraît correct. On est toujours inquiet d'une trop forte baisse de l'euro. En réalité, c'est plutôt bon pour la bourse, la baisse de l'euro. Bien sûr, d'ailleurs on l'a vu, qu'est-ce qui a pénalisé les marchés d'actions européens cet été ça a été justement ce discours de Mario Draghi à Sintra qui parlait de normalisation, qui a propulsé l'euro. Le dollar avait déjà baissé de 1,05 à 1,12 avant, et il est parti à 1,20. Ce qu'on voit, c'est que ça, c'est pas très bon pour pas mal de valeurs européennes. Donc finalement, cette faiblesse de l'euro, elle sert à la fois les entreprises européennes à l'export et leur parcours boursier, parce qu'une partie de leur chiffre d'affaires et de leur filiale est en dollars. Donc finalement, donc on a bien compris, donc l'Espagne... 1,18, donc pas de sujet pour nous. Pas de sujet pour la bourse, ça se passe plutôt bien. On passe tout de suite au top et au flop de la semaine. Alors, le top, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une valeur qui n'a pas arrêté de baisser pendant 10 ans. C'est EDF. EDF, c'est vraiment une vraie catastrophe boursière, une déroute boursière. On voit le cours qui remonte. On a une belle remontée sur un mois, mais il y a quand même 10 années pratiquement de baisse. On passe à peu près de 80 €, on a un plus bas en dessous de 10. Là, on est remonté à 11. Est-ce que c'est la fin de cette longue dégringolade? Est-ce qu'on peut jouer EDF aujourd'hui? Est-ce que les marchés se sont rendus compte qu'on a été trop loin? Qu'est-ce qui explique ce rebond qui est vraiment inattendu? Alors, deux choses. D'abord, ce rebond, je peux vous le dire, n'est pas le fait de Vega. On n'a pas acheté et on ne compte pas en acheter ni à 11, ni à 10, ni à 9, ni à 12. C'est une valeur qui, pour nous, continue à se débattre dans des difficultés structurelles importantes, qui perd de l'argent, donc qui détruit du cash flow. Alors ils disent qu'à partir de 2019, ils repasseront en cash flow positif. On demande à voir. En tout cas, en cash flow, c'est l'argent produit régulièrement par l'exploitation. Exactement. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'exploitation quotidienne ne crée pas d'argent pour EDF. Elle ne crée pas de cash parce que y a les investissements qui sont très importants maintenant. Donc le sujet pour aujourd'hui, c'est que nous, effectivement, tout le secteur des utilities auquel appartient EDF, rebondit d'à peu près 15% depuis le début de l'année. Bon, c'est le cas également d'EDF qui fait la même chose, si vous voulez, cette année que le reste de son secteur, parce que il y a une espèce de consensus sur une remontée des prix de l'électricité. Donc ça, ponctuellement, c'est un ballon d'oxygène pour EDF, bien sûr. C'est indéniablement une bonne chose. C'est ça qui explique le rebond. Ce rebond.
Mais ça nous paraît être un phénomène ponctuel qui ne peut pas non plus mettre les prix de l'électricité. D'accord, donc les fondamentaux d'EDF. Voilà, les fondamentaux restent compliqués, les besoins de CAPEX restent élevés, le sort des centrales n'est pas réglé. Donc le retard sur les EPR, etc. Donc tous ces phénomènes-là, pour nous, sont rémanents. Et c'est pour nous un rebond dans une tendance qui reste difficile. Une petite question stratégique pour ceux qui nous écoutent. C'est bon de jouer, après une forte baisse, de jouer le rebond, ou c'est complètement risqué, on sait pas. Alors, il y a des gérants qui se sont spécialisés dans ces valeurs. Voilà, pas du tout. Nous, si vous voulez, on n'achète pas de choses pas chères. On achète des valeurs très souvent déjà chères et qui se révèlent dans l'avenir l'être encore plus. Mais l'idée, si vous voulez, de dire un titre n'est pas cher, donc il va connaître un rebond, faire un coup, ça c'est quelque chose dont on s'abstient absolument, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des modèles qui ont des business models très solides, porteurs dans la durée, et forcément, ces valeurs-là se payent relativement cher, parce que les gens ne sont pas idiots. Vous n'achetez pas une Rolls à 15 €, donc voilà. Et donc, l'idée de se dire, parce qu'une valeur n'est pas chère, on va dessus, pour nous, ce n'est pas une stratégie porteuse. D'ailleurs, on le voit, s'il fallait attendre 10 ans pour jouer le rebond, c'est un petit peu... Nos clients sont sympathiques et patients, mais quand même. Ok. Allez, on passe au flop de la semaine. Alors le flop de la semaine, eh bien, on va le voir sur le graphique, c'est Airbus. Alors ça, c'est l'inverse. Airbus, c'est une valeur qui cartonne depuis des années en bourse, très forte hausse. Et là, on a l'impression que depuis quelque temps, je ne sais pas si on peut avoir le graphique, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe sur Airbus. Après une forte hausse, eh bien là, voilà, on voit le titre qui décroche là sur une quinzaine de jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les problèmes des moteurs, l'A380, les problèmes de corruption, enfin, toutes sortes de... Spécifiquement sur cette baisse-là, il y a ce sujet, si vous voulez, d'une enquête pour corruption sur la vente des Eurofighter à l'Autriche. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui porte un coup à la cotation d'Airbus. Le marché est un peu inquiet également par le fait que M. Trump va se fâcher avec l'Iran et que l'Iran était un client quand même d'Airbus, donc ça c'est pas extraordinaire. Mais globalement, si vous voulez, c'est une déconvenue, c'est une correction dans un très beau parcours boursier. D'accord. C'est ponctuel. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a 2 grands fabricants d'avions dans le monde. Il y a 7 années, un carnet de commandes de 7 années, je crois. Donc, voilà. Extraordinaire. Voilà. Quand vous savez que votre entreprise a du boulot pendant 7 ans à venir, que dans le monde, vous êtes 2 à vendre tous les avions de tourisme dans un monde où quand même les gens ont de plus en plus envie et besoin de voyager, de se déplacer, etc. Ça, typiquement, c'est un très beau business model avec des très fortes barrières à l'entrée. Bien sûr, à terme, on peut penser que les Chinois vont arriver à produire des avions de grande qualité à des coûts inférieurs. Pour l'instant, ils ne sont pas encore des acteurs crédibles et sérieux sur ce marché. Et tant que c'est le cas, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie concurrence chinoise, elle existe par exemple sur les TGV, on l'a vu avec l'affaire d'Alstom. Sur les TGV, c'est foutu pour nous. Bon. Mais sur les avions, les constructeurs occidentaux ont encore de l'avance, et je pense que tant que c'est le cas, Airbus reste un très beau dossier à jouer. Donc là encore, un flop, mais dont il faut peut-être justement profiter, pour ceux qui n'y sont pas, pour entamer une petite ligne d'Airbus. C'est une belle valeur qui est un très beau business model. On a quelques questions, une personne qui nous dit qu'elle n'a pas très bien compris ce qui a fait baisser l'euro. Notre conversation. C'était quoi? C'est pas des problèmes politiques. Si vous voulez, ce qui a fait baisser l'euro, c'est très relatif. C'est-à-dire que l'euro, il est passé depuis le début de l'année de 1,05 à 1,20. D'accord. Donc parce que la Fed devait remonter ses taux. Finalement... Donc il est plutôt remonté en fait. Voilà, donc l'euro cette année, il est beaucoup remonté. Il a quand même pris encore 12% depuis le début de l'année. Donc là, effectivement, depuis quelques semaines, il corrige un petit peu parce que le balancier était parti assez loin et assez vite. Donc après les propos de Mario Draghi à Sintra, parlant de normalisation de la politique monétaire, de la Banque Centrale Européenne, eh bien, effectivement, on avait eu cette extension jusqu'à 1,20. Et là, ce qui se passe, c'est que finalement, il y a eu des déclarations de Janet Yellen, donc la présidente de la Réserve fédérale, son homologue américaine,
disant que la Banque centrale américaine comptait bien mener à bien sa politique de remontée graduelle des taux d'intérêt. Donc c'est pas l'euro qui baisse, c'est plutôt le dollar qui monte. Ça a permis au dollar de rebondir. Voilà. Mais de rebondir de 1,20 à 1,18. Oui, c'est pas... Il n'y a pas raz-de-marée quand même. Hein. D'accord, Voilà. donc il n'y a pas de remue-ménage monétaire en ce moment en bourse. Non. Allez, on passe au dossier de la semaine, on a pas mal de choses à voir sur ce sujet. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez spécialisé initialement sur les grandes fortunes. Oui. Et vous êtes progressivement diversifié ou allé vers une clientèle avec un patrimoine plus accessible. Ce style de gestion plaît de plus en plus à la clientèle patrimoniale qui en comprend les vertus. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler des gens qui démarrent en bourse avec... on va plutôt parler de ceux qui ont un patrimoine. Voilà. Et est-ce qu'il y a des besoins spécifiques sur cette clientèle? Patrimoine, peut-être pas des millions, pas des yachts de 20 mètres de long, 30 mètres, mais bon, quelques centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques là-dessus? Oui, il y a vraiment des besoins spécifiques parce que si vous voulez, pendant très longtemps, la gestion très prudente du support en euros des compagnies d'assurance satisfaisait la très grande majorité de cette clientèle. Ça rapportait gentiment. Ça rapportait du 3, du 4, puis du 3, mais si vous voulez, sans risque, avec de la sérénité. Et finalement, cette clientèle-là était très massivement investie sur le support en euros. Alors que notre clientèle historique de gestion de fortune était déjà beaucoup plus diversifiée et présente sur les marchés d'actions qui sont structurellement plus rentables. La grosse difficulté des marchés d'actions, c'est qu'ils sont volatiles. Et donc, tout notre travail... Le risque, c'est la grande question. C'est la question du risque. Donc tout notre travail chez Vega, c'est comment réconcilier une famille qui a un patrimoine, qui a du temps devant elle, qui a des objectifs de placement, avec les actions. Et la réponse, si vous voulez, qu'on a trouvé à ce divorce, un peu à cette perte de confiance, c'est de leur dire, ne mettez pas toutes les actions dans le même panier. Il y a action et action. Bien sûr, si vous êtes sur du Alcatel, si vous êtes sur du Arcelor, si vous êtes sur une valeur bancaire... On a une question sur Arcelor, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Mais ce que je veux dire, si vous êtes sur des valeurs comme ça, forcément, vous allez passer par des hauts et des bas très très importants. Par contre, si vous êtes sur des business models très solides, sur des valeurs de croissance qui bénéficient un petit peu, si vous voulez, de l'extension de la consommation des ménages dans les marchés émergents, aux États-Unis, etc., et là, je pense à l'agroalimentaire, à la boisson, au luxe, au loisir, à ces valeurs-là. Eh bien, à la technologie, vous savez que ces entreprises-là, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, on en parlait tout à l'heure pour Airbus, dans 10 ans, seront toujours là, auront créé de la valeur, ont des bonnes marges, ont des marques fortes, ont peu de concurrents. Et donc, tout notre travail, c'est d'identifier celles des valeurs qui, si vous voulez, répondent à un objectif de placement de bon père de famille. Dans la gestion du risque, c'est pas jouer au petit malin, essayer d'attraper les rebonds, c'est vraiment se laisser porter sur le long terme. Je n'y crois pas du tout, parce que toutes les mesures un peu mathématiques, on vous dit la VaR de mon fonds et machin, très bien. Donc, tant qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de problème, bien sûr. Sauf que le jour où vraiment il y a un crash, il y a un problème, là, les statistiques ne fonctionnent plus, parce que vous êtes justement dans la marge d'erreur en dehors de la sécurité à 95% des cas. Et là, ça peut aller très loin, très vite, et c'est là que les clients patrimoniaux particuliers quittent la bourse, et ils la quittent pour très longtemps. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'ils soient sereins sur le fait de se dire, chez Vega, j'ai du LVMH, j'ai du L'Oréal, j'ai du Pernod Ricard, j'ai de l'Air Liquide. Ce sont des entreprises très solides, de très belles boîtes, qui dans 10 ans seront toujours là, gagneront toujours de l'argent, se seront développées, et mon patrimoine sera diversifié entre toutes ces grandes, belles histoires. Et ça suppose évidemment de rester un moment. Bien sûr. Autrement, si on rate la fenêtre, on rentre. Voilà. Ça suppose d'investir régulièrement, de rester régulièrement. Le temps est mon allié, c'est pas mon ennemi en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et de se dire que c'est de l'argent dont je ne vais pas avoir besoin dans un an, et qu'il faudra que le 17 septembre 2019, je le sorte intégralement, etc. Il faut que ce soit de l'argent qui soit là pour longtemps. Alors, on a justement pas mal de questions de Violette qui dit « Je suis bruxelloise et j'aimerais savoir avoir une solution de long terme ».
Alors, je ne sais pas si elle est bruxelloise de naissance ou française partie à Bruxelles. Peu importe, en tout cas, voilà quelqu'un qui visiblement a un patrimoine et qui cherche une solution de long terme. Comment on fait pour diversifier? On reste plutôt en France. Wall Street est au plus haut, c'est très tentant. Les marchés émergents, peut-être. Comment est-ce qu'on orchestre tout ça, finalement? Il y a deux choses, Roland, là-dessus. Il y a le contenu et la modalité. Pour commencer par la modalité, soit elle a du temps à consacrer au suivi des entreprises, de la macroéconomie, des valeurs, et là, on va pouvoir parler de choix boursiers. Soit elle n'a pas de connaissances, d'expertise ou de temps sur ces sujets-là, et il y a quand même une très bonne solution pour la clientèle patrimoniale, française, belge, je ne sais quel pays, c'est la gestion sous mandat. C'est-à-dire confier un mandat de gestion à une société de gestion pour assurer le suivi de ses avoirs, et qui mettra des fonds ou des actions individuelles. Voilà. Et la société de gestion, elle va lui donner, disons, une guidance. Dire, voilà, je ne veux pas plus de 50% d'actions. On va définir un projet ensemble et on va gérer en fonction d'un projet sur mesure pour cette clientèle. Nous, c'est ce que nous faisons dans le groupe, ce métier de gérant sous mandat. On a à peu près 30 000 clients dans cette modalité-là pour 3,5 milliards d'euros environ. Et c'est très sécurisant pour eux de savoir que le jour du Brexit, quand ça baisse, le gérant va aller acheter, voilà, et suivre son portefeuille pour lui. Ça, c'est déjà sur l'enveloppe. Après, sur le fond du portefeuille, bien sûr, il faut que le portefeuille soit très diversifié. On a une question, dans quel secteur, c'est Nasser qui nous demande, dans quel secteur faut-il investir en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, justement? Moi, toujours ces secteurs, justement, où se trouve de la croissance au niveau mondial, donc le luxe, les brasseurs, les boissons. Tous les vices, quoi. Un petit peu, malheureusement, c'est un peu embêtant. Les valeurs de technologie, parce qu'on voit bien que les entreprises ont besoin de franchir des étapes en la matière. Les belles valeurs industrielles exportatrices qui bénéficient de marchés mondiaux, qui ont et le client a un état régulier de ce qu'il a en portefeuille. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est géré, on lui envoie tous les mois un relevé, évidemment, de son portefeuille avec les arbitrages qui ont été faits dessus, régulièrement des rapports, on lui explique pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, etc. Donc je pense que cette idée de gestion sous mandat est une bonne idée, mais surtout, même si Violette veut le faire elle-même et veut se passer d'un professionnel, bien veiller à ce que son portefeuille, effectivement, soit très diversifié entre actions et produits de taux, géographiquement. Parce que c'est important aussi d'avoir des actions américaines, des actions européennes, des émergents, etc. Pas tout sur le même cheval. Et dans les actions en particulier, aussi des choix sectoriels où elle évite des secteurs trop cycliques comme les matières premières, les valeurs pétrolières, etc. Parce que ça va lui apporter beaucoup de volatilité, beaucoup de cyclicité. Et si elle veut avoir des nuits sereines, il y a des valeurs pour ça. En fait, c'est simple, on ne spécule pas et on prend finalement ce qui a la meilleure visibilité. On a une question qui n'a rien à voir, mais qui est assez étonnante de Kéran. Un mot sur l'argent noir qui fait tourner la bourse. C'est quoi l'argent noir ? Écoutez, l'argent noir qui fait tourner la bourse, moi j'avoue que malheureusement, j'en ai pas beaucoup à gérer parce que avant de prendre un client, vous savez, maintenant, il y a des diligences extraordinaires. On a parfois l'impression que les marchés financiers sont dirigés par des forces un peu obscures. Non, en fait, les plus grosses sommes, c'est les caisses de retraite, les fonds de pension, des conducteurs de bus californiens. Voilà, exactement. C'est plus. Alors, qu'il y ait de l'argent noir qui arrive à s'investir sur les marchés via du blanchiment, etc., très certainement. Qu'il y ait des hedge funds aussi peu régulés, qui à certains moments... Des fonds spéculatifs. Qui à certains moments, si vous voulez, viennent appuyer sur le balancier. Oui, mais il ne faut pas avoir de fantasme. La macro, l'économie gouverne. C'est-à-dire que vous pouvez être très gros et très malsain. Si vous avez tort, vous aurez tort de toute façon. Et vous perdrez votre argent noir. Voilà. Ok. Allez, on passe au coup de cœur de la semaine.
Ben, ça tombe bien, le coup de cœur, justement, vous en avez parlé, c'est LVMH. Splendide entreprise. Voilà une belle entreprise qui a publié ses résultats cette semaine. Et une fois de plus, ils sont au-dessus du consensus. C'est très spectaculaire. On se demande s'ils ne font pas exprès parce qu'ils sont toujours un peu inquiets. Puis finalement, ils s'arrangent pour publier des bonnes nouvelles. C'est le propre de toutes les belles entreprises bien gérées, de ne pas faire rêver trop les marchés, d'avoir un discours plutôt en deçà de ce qu'ils voient, pour ne pas décevoir. Parce que si vous voulez, il y a quand même une chose dont la bourse est devenue familière, c'est qu'elle sanctionne maintenant très fortement les déceptions. D'accord. Donc, je comprends que les managers, les directeurs financiers, les investor relations, tout ça, donnent des prévisions plutôt conservatrices pour éviter de se trouver sanctionnés si jamais ils n'y arrivent pas. Dans le cas d'LVMH, on est quand même sur une boîte qui a 12% de croissance organique cette année. Alors certes, 2016 n'avait pas été une très bonne année à cause des Chinois, etc. Mais quand même... C'est 4 fois la croissance mondiale. C'est quand même 4 fois la croissance mondiale. La division parfum, c'est 17% de croissance. La maroquinerie, 13%. Enfin, alors on dit qu'on a été déçu par le côté spiritueux, mais ça a augmenté quand même énormément. Ils n'ont fait que 4% d'augmentation, donc c'est très décevant. Merveilleux. C'est super. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient ravies d'avoir fait 4%. 33% de hausse depuis le début de l'année, 48% de hausse sur un an, 92% de hausse sur 3 ans. On peut acheter ou pas aujourd'hui la LVMH ? Alors après, on peut attendre une petite correction, parce que là, effectivement, le marché est très enthousiaste, parce que la zone était très bon. Peut-être qu'il peut y avoir des petites inquiétudes sur la suite qui permettraient d'avoir une petite respiration du titre. Mais je pense que fondamentalement, ça reste un titre à acheter. Aujourd'hui, si vous voulez, vous le payez 21 fois les résultats. C'est pas hors de prix pour une valeur de cette qualité qui a ce niveau de croissance. Ok, donc malgré la hausse, on peut encore acheter. Ça fait partie des belles valeurs qu'on peut toujours acheter. Merci pour votre présence. Merci à tous pour vos questions. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une prochaine émission de Cap sur la Bourse.